Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Franc-maçon, le secret pour fondation. En 1906 paraît un ouvrage au titre sans mystère. Les sociétés secrètes, leurs crimes, depuis les initiés d'Isis jusqu'aux francs-maçons modernes. Ce livre est signé André Baron, journaliste nationaliste, sans surprise anti-Dreyfusard, antisémite, anti-parlementaire et proche de l'Action française. En exergue de l'ouvrage, un extrait de l'encyclique du pape Léon XIII en 1884, Humanum Genus, contre la franc-maçonnerie. Dans son ouvrage, l'auteur explique que l'histoire des sociétés secrètes emplit d'énormes et nombreux livres en toutes langues. Et malgré cela, les sociétés secrètes savent exercer une suggestion si habile sur les meilleurs esprits qu'elles sont parvenues à faire complètement négliger par presque tous les historiens leur influence dans le monde, ainsi que leur scélératesse de toute nature. Scélératesse, tiens, un joli mot. Eh bien, laissons la parole aux historiens, aux historiennes. Cécile Révauger, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce nom, franc-maçon ? Alors déjà, il y a eu une controverse à ce sujet parce que ça vient donc de l'anglais Freemason. Alors on s'est demandé si free, c'était par rapport à la qualité de la pierre, puisqu'on parlait aussi de rough stone, c'est-à-dire de pierre brute, ou bien si c'était par rapport au fait que les membres des guildes étaient libres de se déplacer. Voilà. Et en fait, alors, on ne sait pas trop. Il y a une ambiguïté. Ce qu'il y a de sûr, c'est que freestone, ça pourrait faire allusion vraiment aux matériaux nobles qui étaient utilisés, non seulement pour les cathédrales, mais pour tous les chantiers publics. Voilà. Avec franc, il y a cette idée de liberté. Et alors, oui, franc, ça voudrait dire aussi franc-maçon. Donc, ils étaient libres de se déplacer d'un chantier à l'autre parce qu'ils étaient reconnus, ils avaient une qualification. Donc là, on est dans ce qu'on appelle parfois la tradition opérative, c'est-à-dire les maçons de métier. Voilà, c'est ça, il y a des maçons. Alors, quelle est la lecture, peut-être fantasmée, bien sûr, de l'origine d'une société secrète ou discrète, celle des francs-maçons? Quel est le lien avec les maçons, ces travailleurs de la pierre ? Alors, vous savez, ça dépend aussi. Si l'on pense à l'Écosse, il y avait aussi le terme de cowan, ça voulait dire un maçon qui n'était pas qualifié, donc il n'avait pas le droit d'exercer. Alors, on considérait que, effectivement, lorsqu'on était maçon qualifié, on avait tous les titres requis, mais cela suscitait déjà des jalousies. Bon. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une différence encore entre l'Écosse et l'Angleterre parce que en Écosse, on trouve un lien entre ces premières loges qui sont constituées de maçons de métier et les loges qu'on va trouver au XVIIIe siècle qui comprennent des professionnels, des aubergistes, des aristocrates. Il y a une certaine continuité en Écosse qu'il n'y a pas en Angleterre. Et là, on va peut-être développer un peu plus. Oui, parce qu'il y a des spécificités. C'est très intéressant d'ailleurs de poser la question, les loges franc-maçonnes telles que nous les imaginons, sont-elles nées plutôt en Écosse ou plutôt en Angleterre et à quel moment d'après vous ? Voilà. Alors là aussi, Écossais et Anglais se disputent un petit peu. Disons que au XVIe et au XVIIe siècle, il y avait des loges donc de maçons de métier, il y avait des guildes, mais que les loges telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont donc des loges comprenant des personnes de différentes professions, qui ont pour but justement de rassembler des personnes de milieux divers, n'apparaissent vraiment qu'au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et tout de même plutôt en Angleterre. Alors, en Écosse, elles existent encore, mais la Grande Loge d'Écosse en tant que telle ne va être créée qu'en 1736. Mais à partir de 100 loges qui ont existé donc depuis le
XVIIe siècle, alors qu'en Angleterre, eh bien, on dit toujours que ce sont 4 loges qui ont donné naissance à la Grande Loge d'Angleterre. Alors 1717 ou 1721, là aussi on a une petite controverse entre les historiens. On pense que c'est plutôt 1721. Quelle est la motivation de ceux qui se réunissent au XVIIIe siècle en Angleterre pour fonder ces loges? Ben, vous savez, tout d'abord, ça n'a été possible que parce qu'il y a eu la glorieuse révolution de 1688 qui a mis un terme à la monarchie de droit divin et également qui a écarté le risque, je vais dire, du monopole de l'Église catholique en Angleterre, c'était perçu quand même comme une menace, là, et parce que le catholicisme était vraiment lié à la conception de monarchie de droit divin. Donc, en 1688, on a le début d'une monarchie parlementaire avec une charte des droits, et c'est ce qui va émanciper partiellement les dissidents religieux de sensibilité protestante, qui n'ont pas tous leurs droits civiques, mais qui peuvent tout de même exister, pratiquer leur culte sans être persécutés. Or, ces nouvelles loges, c'est à peu près la seule structure, finalement, où des anglicans et des dissidents religieux vont pouvoir se côtoyer. Voilà. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'athée reconnu en tant que tel. Donc, et c'est pour ça que, effectivement, on va trouver uniquement des pratiquants, si vous voulez. Mais, voilà. Et dans cette lecture de l'histoire des premiers temps des francs-maçons, il y a l'élément religieux qui est important dans cette Angleterre anglicane, en questionnement, en constant sur la religion et sur le rapport au pouvoir. Et qui dit religion, dit Dieu et pourquoi pas le diable. Micro-trottoir. Qu'est-ce que vous reprochez aux maçons? Eh bien, tous leurs petits salam alek, là, leurs petits tabliers, leurs rites, tous les machins comme dans l'église, quoi. Je trouve ça un peu dépassé, mais de toute façon, toute association est utile, ne serait-ce que par le regroupement d'hommes et donc d'opinions. C'est diabolique. Ouais, c'est diabolique en 1975, un micro-trottoir sur les francs-maçons. Cécile Révauger, est-ce que des francs-maçons du XVIIIe siècle auraient pu comprendre ce micro-trottoir et être traités de diabolique? Non, je crois qu'ils ne l'auraient pas compris parce que, justement, vous savez, la famille royale a très tôt investi la franc-maçonnerie, il y avait des aristocrates, mais je crois qu'alors, ce qui était important, c'est que dans l'esprit des Lumières, on rejetait les dogmes, on ne s'intéressait pas à la théologie finalement, et ce qui était important, c'était cette tolérance religieuse dans l'esprit de John Locke et de son essai sur la tolérance. Il était important d'avoir une religion, voilà, parce que même quelqu'un comme Toland, qui est libre penseur, vous savez, qui est l'auteur d'un Pantheisticon, va parler de religion panthéiste, alors qu'au fond, il est presque athée, parce que ça ne se dit pas. Il est important d'avoir une croyance, voilà. Mais c'est tout. C'est-à-dire que Anderson le dit bien, l'important c'est de croire, mais peu importe finalement en quoi. Hein. Et ça, c'est excessivement tolérant pour l'époque. D'où l'idée d'un grand architecte, Alors, vous un savez, être justement, particulier. ce grand architecte, il n'est mentionné qu'une seule fois dans les constitutions d'Anderson, et encore pas dans les obligations du franc-maçon. Il va apparaître vraiment de façon plus substantielle, on va dire, en 1813 uniquement. Parce que jusque-là, c'est vraiment une religion, ce qu'on appelle latitudinaire, c'est-à-dire qui donne aux hommes toute latitude de croire, qui est essentiellement bienveillante, et c'est pour ça que si vous voulez, les Lumières anglaises ne voient pas de contradiction entre religion et raison. Contrairement à ce qui va se passer en France avec Voltaire, qui va dire « il faut écraser l'infâme ». Vous venez d'évoquer les constitutions d'Anderson. Qu'est-ce que ce texte ? Alors, ce texte, il apparaît en 1723. Il est rédigé par un pasteur, James Anderson, mais un pasteur écossais, à la demande de la Grande Loge d'Angleterre, donc certainement avec quelques collaborateurs, notamment Théophile Desaguiliers, qui est un huguenot, dont la famille s'est réfugiée en Angleterre, donc a été persécuté après la révocation de l'édit de Nantes. Et donc ce petit groupe d'hommes vont rédiger des constitutions, c'est-à-dire qu'ils vont en fait donner des règlements aux francs-maçons. Donc, ce sont des règlements valables pour la nouvelle Grande Loge, voyez, et avec certaines obligations, en particulier, donc, l'obligation d'être tolérant, finalement, d'accepter tous les hommes de religions diverses et de ne jamais comploter contre l'État, non plus. Voilà. C'est important. Mais ça, écoutez, c'est très important.
Nous allons écouter la lecture d'un extrait d'une de ces constitutions par Olivier Martineau. Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale. Et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux. Mais quoique dans les temps anciens les maçons fussent astreints dans chaque pays d'appartenir à la religion de ce pays ou de cette nation, quelle qu'elle fût, il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les soumettre seulement à cette religion que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière, et qui consiste à être des hommes bons et loyaux, ou hommes d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations ou croyances qui puissent les distinguer. Ainsi, la maçonnerie devient le centre d'union et le moyen de nouer une véritable amitié parmi des personnes qui eussent dû demeurer perpétuellement éloignées. Dans cet extrait d'une constitution d'Anderson de 1723, il est question d'hommes bons et loyaux, d'amitié parmi des personnes qui eussent dû demeurer perpétuellement éloignées. C'est formidable tout ça, Cécile Révauger, donc pas question de secret ici. Pourquoi se cacher ou pourquoi faire preuve de discrétion ? Alors, je crois que c'est dû à l'antimaçonnisme. Et les premiers antimaçons, ce sont finalement les papes. Parce que, enfin, du moins de façon virulente. Parce qu'en 1738 paraît la bulle In Eminenti, où le pape Clément compare les maçons à des renards qui s'infiltrent partout et dont il faut donc il n'est pas question de les accepter bien sûr dans l'Église ni ailleurs. Alors finalement les francs-maçons vont commencer à peut-être avoir cette culture du secret. Alors il y avait d'abord quand même le secret professionnel, hein, c'est ce qu'on disait. On disait qu'on avait un secret professionnel, une qualification, mais ça c'est plutôt, moi je dirais, dans le mythe, parce que dans la réalité, ensuite, c'est vrai que les francs-maçons ont été discrets. Mais vous savez, ils ont été beaucoup plus discrets en France qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de persécution des francs-maçons en Angleterre ni aux États-Unis. Il est évident que si le pape a réagi si violemment en 1738, c'est qu'il voyait la menace en fait du camp protestant, parce que c'était beaucoup de dissidents protestants qui étaient là. Mais enfin, dissidents, quand je dis dissidents, c'est pas méchant, c'est-à-dire ils n'étaient pas membres officiellement de l'Église anglicane, mais ils étaient tout de même dans la mouvance protestante. Donc tout cela effrayait le pape. Et puis surtout, c'était l'école du doute philosophique, si vous voulez, puisque on n'obligeait plus les hommes à croire en tel ou tel Dieu plus particulièrement. On ne les obligeait plus non plus à avoir la religion du roi. Donc tout cela paraissait très inquiétant pour, disons, un pape et pour les catholiques qui avaient cette approche théologique très, très stricte. Oui, parce qu'au moment de penser l'origine des francs-maçons, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le secret qui attire la suspicion ou est-ce que c'est une suspicion qui oblige ces francs-maçons à vivre dans le secret? En fait, Cécile Révauger, on sent que c'est un peu des deux mouvements, que par leur position, ils sont obligés d'être discrets. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Emmanuel Crez, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé sur ces puissances de l'ombre, juifs, jésuites, francs-maçons, réactionnaires, la théorie du complot dans les textes. C'est le titre d'un de vos ouvrages. Peut-on dire que dès le XVIIIe siècle, l'histoire des francs-maçons s'écrit en parallèle que l'histoire du complot autour des francs-maçons? Alors, du complot, la dimension du complot maçonnique est un tout petit peu plus tardive dans sa formulation qu'on connaît, on va dire, à peu près actuellement. Ou en tout cas, donc, c'est à partir, ça, de la Révolution française. Antérieurement, il y a l'antimaçonnisme qui existe dès le XVIIe siècle. Les premières traces qu'on trouve, il me semble que c'est 1698 en Angleterre. Donc avant même l'unification et les dates théoriques d'existence.
Ensuite, les condamnations, toute une série de condamnations. Les premières, alors certes, l'Église joue un rôle, mais les premières condamnations sont des pouvoirs civils aux Provinces-Unies 1734. Puis après ça, une vague de condamnations de différentes pouvoirs laïques à travers l'Europe qui s'inquiètent pour la sécurité de leur État, de réunions qui sont discrètes en tout cas. Alors la condamnation pontificale et l'entrée en effet de la papauté en 1738 sur le terrain de l'antimaçonnisme va changer les choses parce que ce n'est plus que la sécurité des États qui inquiète, voilà, mais on va passer à une dimension supérieure, en tout cas qui n'est plus seulement temporelle. Et comme ça a été assez bien dit, la papauté est très inquiète de ce qui se passe. Elle est inquiète notamment de la rencontre entre le catholicisme, donc pour ce qui est pour le pape la vérité, et l'erreur, qui peuvent exister dans le même lieu, le même endroit et discuter. Oui, ça, c'est terrible. En plus, s'il y a un peu de secret, si on ne peut pas assister aux réunions, le fantasme se mêle à tout ça. Et d'un seul coup, il y a une crainte dans cette histoire, Cécile Révauger, qui ne peut pas être une histoire nationale. C'est obligatoirement une histoire comparative avec cette idée d'Écosse, d'Angleterre, bien sûr, et ensuite des autres pays. Nous en avons cité quelques-uns, et particulièrement la France. Alors, les francs-maçons sont très tôt présents en France. Tout à fait. Mais là aussi, on manque un petit peu de preuves. On a beaucoup parlé d'une loge de Saint-Germain-en-Laye qui aurait été constituée par des jacobites. Donc les jacobites, c'était les partisans des Stuarts et donc de la monarchie absolue. Voilà. En fait, on pense que la première loge a probablement été la loge de Saint-Thomas vers 1725, mais on a peu de choses. Et puis elles apparaissent ensuite. Il y a Saint-Thomas au Louis d'Argent. Et ça, c'est plutôt vers 1735-36. Et là, c'est de nouveau une maçonnerie qui est proche des Hanovres. Donc, le pouvoir en place en Angleterre, c'est-à-dire ceux qui soutiennent les Whigs. Et encore une fois, les Whigs, c'est la démocratie parlementaire. C'est quand même la tolérance religieuse plutôt que les jacobites. Voilà. Et il faut resituer tout cela dans son contexte. Oui. Emmanuel Cress, sur cette idée de société secrète, de complot, je citais le titre de votre livre où sont présents les jésuites, qui posent énormément de problèmes au XVIIIe siècle. Il ne faut pas focaliser uniquement sur les francs-maçons. Nous sommes dans un moment où l'on observe tout le monde des sociétés secrètes un peu partout. Oui, absolument. Il y a des modes pour les sociétés secrètes, ces choses qui, voilà, il y a une crainte des sociétés secrètes. Les jésuites sont un très très bon exemple des premières condamnations et luttes contre cette idée de société secrète. Après ça, la franc-maçonnerie va connaître un destin assez particulier avec la Révolution française, et notamment certains mouvements qui ne sont pas à proprement parler forcément maçonniques, mais qui vont être mis en lumière. On peut penser notamment aux Illuminés de Bavière, juste avant la Révolution française, qui vont, et leur condamnation par les pouvoirs civils en Bavière et la littérature que ça va susciter va connaître un certain engouement, surtout qu'en plus ça précède des événements marquants pour l'Europe entière. Et puis dans cette idée de relier la franc-maçonnerie et la Révolution, nous pouvons ici réfléchir sur le temps long, notamment Monseigneur Lefebvre, pour ses messes intégristes en 1976 à Lille, évoquait ce lien étroit entre Révolution et franc-maçon. Les prêtres qui sortent des séminaires ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils sont. Et cette union adultère de l'Église et de la Révolution se concrétise par le dialogue. On veut maintenant dialoguer avec les francs-maçons, non seulement dialoguer avec eux, mais permettre aux catholiques de faire partie de la franc-maçonnerie. On ne dialogue pas avec les communistes. Ah bah voilà, donc moi c'est très clair. Cécile Révauger, dans ce lien entre révolution et franc-maçon. Alors, c'est tout à fait pertinent de parler de cela, parce que vraiment, ça a été l'attaque principale de l'abbé Baruel. C'était justement le complot contre l'État, la religion, la propriété. Mais vous savez, Baruel s'attaquait autant à Kant
qu'à Weishaupt. Il s'attaquait énormément à Kant, au philosophe Kant, à son sapere aude, oser savoir, sortir de la minorité qui n'est imputable qu'à lui-même, disait Weishaupt, le chef des Illuminés. Donc tout cela va hérisser complètement Baruel, donc Baruel bien sûr, qui est l'écho des jésuites, des anti-maçons. Vous savez aussi, c'est amusant parce que du coup, un certain Nicolas de Bonneville, qui était l'ami de Thomas Paine, a écrit un essai, lui, donc il était maçon, et il a écrit un essai sur les jésuites chassés de la franc-maçonnerie et leurs poignards brisés. Et on dit que les Illuminati ont été créés aussi un petit peu pour réagir contre l'influence des jésuites. Donc tout cela est très, très lié. C'est pratique le secret parce que chacun peut y mettre des choses vu que l'on impose l'idée même du secret. Mais avec Baruel qui évoquait l'abbé Baruel, nous avons Emmanuel Cress ici. La vigueur et parfois l'effroi que provoque la lecture de tous ces pamphlets. Il y a énormément d'écrits, beaucoup de fantasmes autour de toutes ces sociétés secrètes. Bon, les francs-maçons, bien sûr, qui nous intéressent aujourd'hui dans le cours de l'histoire, mais on peut évoquer les jésuites, on peut évoquer les illuminés de Bavière. Il y a ça, et il y a des écrits mais d'une violence inouïe. Il y en a une profusion. Alors, la Révolution française va donner évidemment une montée en puissance. Et puis après ça, on a au cours du 19e siècle une représentation du complot et de la société secrète qui va aussi conduire à l'ensemble de cette littérature qui a des relations également dans le réel, puisqu'il y a réellement des sociétés secrètes qui complotent. Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, et je crois qu'il y a deux axes qu'il ne faut pas oublier. Donc, il y a effectivement le rejet du dogmatisme avec donc cette tolérance religieuse, et ça, c'est ce qui inquiète, ce que détestent finalement les autorités ecclésiastiques. Et il y a aussi le cosmopolitisme. Parce que ça aussi c'est important, et là ça inquiète plutôt évidemment les États, mais vous savez, dès 1738, l'orateur de la Grande Loge qui était un peu l'ancêtre du Grand Orient aujourd'hui, disait « Le monde entier n'est qu'une grande république, dont chaque nation est la famille et chaque particulier un enfant ». Alors déjà, vous voyez, il y avait cette notion-là. Et puis ensuite, lorsque Baruel, justement, attaque les francs-maçons en particulier, c'est parce qu'il leur reproche de ne pas s'intéresser à la nation, mais finalement d'être universaliste, cosmopolite. Et ça inquiète énormément. Ces critiques que l'on entend être universalistes est quelque chose, mais il y a tant d'autres critiques qui traversent en fait le temps. Emmanuel Cress, vous avez étudié l'anti-judéo-maçonnisme et l'occultisme en France sous la Troisième République. Donc là, on est à la fin du 19e siècle et puis sur une bonne partie du 20e siècle. Ici, nous retrouvons quelque chose qui doit s'analyser sur le temps long. Ils sont entre eux tout le temps. Ils sont universalistes. Ils sont athées, mais pas toujours. C'est aussi ça qui pose problème, c'est de ne pas maîtriser trop ce que sont les francs-maçons. Alors la question n'est peut-être pas forcément de pas trop maîtriser ce que sont les francs-maçons, parce que les anti-maçons étudient beaucoup la question et se renseignent, et finalement, il y en a qui sont tout à fait compétents sur, en tout cas dans la production de leur temps, et ce qu'ils réussissent à avoir sont relativement bien informés. La question qui se pose, c'est sans doute cette question d'universalisme. En effet, c'est qu'on est en face de deux universalismes. L'Église catholique est par définition à vocation universelle. Et elle se trouve battue en brèche par les idées nouvelles. Alors c'est un phénomène qui commence sans doute avec le début de la modernité. Le protestantisme est la première brèche qui s'ouvre dans une religion, qui est à peu près unifiée, puisqu'évidemment il y a l'Orient, etc. Mais enfin, en tout cas en Europe occidentale. Et pour trouver finalement une explication face à ces problèmes, il faut que l'Église construise un adversaire qui soit à son échelle. Et c'est compliqué. Rien ne peut être à l'échelle de quelque chose d'universel, à part quelque chose qui se prétend également universel. Et la franc-maçonnerie, par cet aspect universaliste, devient l'adversaire privilégié de l'Église. Ça, c'est formidable, oui, parce qu'en plus, pour l'Église, on sait bien qu'il y a les croyances, il y a l'institution elle-même, et puis, il y a des rites. Et ça, c'est très important, parce que ces rites, nous les retrouvons aussi chez les francs-maçons. Mes frères,
unissez-vous à moi pour ouvrir les travaux. Avant d'ouvrir les travaux, invoquons la protection du grand architecte de l'univers sur toutes nos entreprises. Puissent nos travaux ouverts ainsi dans l'ordre se continuer dans la paix et se terminer dans l'harmonie. Ainsi soit-il. Je vais maintenant demander aux représentants de la télévision française, c'est-à-dire d'Antenne 2, de bien vouloir se retirer, cette cérémonie d'ouverture ne pouvant être pratiquée que devant des francs-maçons. En décembre 1975, plaf, la porte vient de se fermer parce que, voilà, on peut pas tout voir. Dans l'émission Les francs-maçons à visage découvert, des journalistes d'Antenne 2 s'intéressaient alors à ce qui fait, Cécile Révauger, un des éléments majeurs de notre imaginaire autour des francs-maçons, c'est-à-dire ces cérémonies, ces rites, ces symboles. Et ça, c'est très important aussi parce que là, vous voyez, nous sommes en 1975 et je pense que il y a les mêmes interrogations que des gens du 19e siècle ou peut-être du 18e siècle déjà. Que font-ils ? Tout à fait. Mais vous savez, tout se trouve dans les livres. Tout est publié. Et même si vous allez chercher des rituels, vous allez trouver ça sur Internet. Mais c'est vrai que les maçons français sont beaucoup plus discrets à ce sujet et ils s'imaginent vraiment que personne ne connaît leurs secrets. Mais c'est faux. Si vous regardez du côté anglais, en revanche, alors là, ils ne prennent pas de précautions particulières. Récemment, il y a eu une émission sur Netflix, une série, où l'on voit des ouvertures de loges, des fermetures de loges, où l'on voit tous ces rituels. Et ils ont été contents de montrer tout cela pour justement prouver qu'il n'était pas dangereux, que rien ne se tramait. Ils disaient, on n'égorge pas de chèvres, parce qu'on leur avait dit ça. On leur avait dit en Angleterre qu'il y avait des cérémonies épouvantables. Donc, ils ont fait cette série. Alors, bon, cela dit, ces rituels, mais il y en a quantité, bien sûr, depuis le XVIIIe siècle. Encore une fois, très peu de secrets. Ils sont différents. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, l'intérêt du rituel, vous savez, c'est peut-être de dire aux personnes qui entrent dans le temple et qui vont assister, se réunir, eh bien, écoutez, là, maintenant, vous êtes dans un temps un peu particulier, c'est-à-dire que vous allez vous écouter, vous allez échanger, c'est tout. Et puis, vous pouvez être libre, la parole est libre, vous ne serez pas jugé. Je crois que c'est tout. Cécile Révauger, vous êtes professeure émérite à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes l'auteur de La longue marche des francs-maçonnes. Et ça, c'est intéressant parce qu'il va falloir revenir sur ce féminin, ainsi que d'un dictionnaire. Le monde maçonnique des Lumières, c'est un dictionnaire que vous avez écrit, que je ne me trompe pas, avec Charles Porcet. Et vous êtes membre du Grand Orient de France, précisément. C'est ça, le Grand Orient de France, je suis bon dans ce qu'on appelle les hauts grades, c'est-à-dire les ordres de sagesse. Chez nous, le grand chapitre général du Grand Orient de France, rite français. Voilà, mais ne serait-ce que par ce titre-là, et puis par votre connaissance de tous ces rites, nous saisissons combien, vu de l'extérieur, même avec la connaissance de ces rites, Emmanuel Cress, il est possible de jouer de cela pour faire peur. C'est-à-dire que dans la construction d'un complot ou d'une suspicion, les anti-maçonniques, même s'ils connaissent très bien les rites, peuvent facilement en jouer pour diffuser des informations qui vont dans leur sens, faire peur. Alors je pense pas qu'ils en jouent. Enfin, peut-être ceux qui ne sont pas sincères. Il y a plein d'anti-maçons qui sont tout à fait sincères et horrifiés par les rituels qu'ils trouvent. Parce que la franc-maçonnerie évolue en milieu chrétien et récupère un ensemble plein d'éléments propres au christianisme. Et ces éléments propres au christianisme mis sous forme d'éléments ritueliques, pour l'Église, qui finalement sa forme d'analyse de ces choses-là, c'est l'hérésie augustinienne. On est toujours sur le même modèle. Ils vont chercher dans les rituels les éléments pour montrer que finalement mettre ces éléments, c'est une parodie du rite chrétien, et une parodie du rite chrétien ne peut être que une... Voilà, enfin... Pas besoin d'égorger une chèvre, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu différent là aussi en France et en Angleterre, parce que tout cela était vrai autrefois, mais enfin depuis 1877, le Grand Orient de France a enlevé de ses constitutions l'obligation de croire en Dieu et l'immortalité de l'âme. Et ça, c'est aussi la particularité du rite français qui tient à cette liberté absolue de conscience.
Les Anglais continuent à imposer la croyance en Dieu, mais c'est pas pour ça qu'ils sont considérés comme moins dangereux par les anti-maçons. Oui, c'est ça. Donc, ils ont beau continuer à imposer la croyance en Dieu et interdire l'accès aux femmes pour ne pas justement être accusés de je ne sais pas quoi, de débauche, de... Parce que c'est quoi ce rapport d'ailleurs entre les francs-maçons et les francs-maçonnes? C'est-à-dire que à ses origines, la franc-maçonnerie n'est pas ouverte aux femmes. Tout à fait. Alors ça, c'est dans la tradition anglaise des clubs, qui, de toute façon, au début du XVIIIe siècle, n'admet pas des femmes dans la sphère publique. C'est clair. Elles ne sont dans aucun club. Elles vont peut-être être présentes dans quelques clubs bibliques, mais ça, c'est plutôt à la fin du XVIIIe, début XIXe, avec les évangélistes. Autrement, les femmes sont absentes. Donc, Anderson, pour rassurer aussi les autorités, dit qu'il n'y aura ni femmes ni esclaves d'ailleurs. Ni esclaves, c'était bon à l'époque par rapport plutôt au sens philosophique, mais ensuite bien sûr ça va être pris dans un autre sens qui est descendant des noirs des esclaves américains. Bon, mais ça et des noirs, ça c'est encore un autre problème. Mais peu à peu les femmes entrent dans les loges. Alors pas en Angleterre. Puisqu'en Angleterre, au XVIIIe siècle, elle continue à être exclue. Mais en France, effectivement, là aussi, où il y a une tradition de salons donc tenus par des femmes, certes des aristocrates, vont apparaître les premières loges dites d'adoption. C'est-à-dire que c'était des loges qui étaient créées au départ par des frères pour recevoir, mais pas uniquement leurs épouses, des compagnes, des amies, des femmes. Et ces loges d'adoption étaient parfaitement mixtes et parfaitement intégrées au Grand Orient de France à partir de 1774. Voilà. Et ensuite, eh bien, ça a été pendant 150 ans, le Grand Orient a oublié tout ça pour ne devenir mixte, ou du moins accepter des femmes qu'en 2010. Ah oui. Oui, c'est récent. Et dans cette histoire, nous voyons bien qu'il y a des étapes, des évolutions. Dans ces années 1870, en France, sous la Troisième République, il y a l'abandon de l'obligation de la croyance en Dieu. Emmanuel Cress, doit-on y voir ici un lien avec le monde politique? Nous le savons bien, la Troisième République est en réflexion constante sur le lien entre le régime et l'Église. Alors, les liens entre la Troisième République et la franc-maçonnerie sont un sujet assez complexe, puisque il y a une représentation maçonnique au sein ça dépend des périodes de la Troisième République, mais il y a en effet, par exemple, la période Combes, le gouvernement compte un certain nombre de francs-maçons, ce qui veut pas dire en soi forcément grand-chose, puisque les francs-maçons ont des opinions très diverses. Donc vous pouvez avoir un ensemble de gouvernements avec une représentation majoritaire de francs-maçons au sein des différents ministres. Ça ne veut pas dire qu'il y a une unité d'idées et de politique, et ça même à la fin du 19e. Enfin, je crois qu'il n'y a jamais eu d'unité de la franc-maçonnerie, de son histoire, depuis son origine jusqu'à nos jours. Donc, oui, c'est une histoire, on le sent bien, qui est complexe, parce que ce sont plusieurs histoires qui s'écrivent en même temps, l'histoire de la franc-maçonnerie elle-même, l'histoire du regard porté sur la franc-maçonnerie, et puis cette fin du 19e siècle est intéressante, parce que nous assistons à l'association de deux mondes rejetés par une partie de la population. Ce sont les francs-maçons, d'un côté, associés aux juifs. Depuis le XVIIIe siècle en France, les Juifs ont saisi et manié l'idée de république comme instrument de révolution et de destruction. Ce genre de gouvernement est en effet le plus propre, nous en avons la triste expérience, à accumuler ruine sur ruine. L'engouement pour l'Antiquité grecque et latine, inspiré par la prétendue Renaissance, avait préparé les voies à cette idée, qui, sans ce précédent, n'aurait pu ni prendre ni vivre chez un peuple essentiellement catholique et monarchique. Les Juifs n'ont pas eu de difficulté à faire adopter aux loges templières le gouvernement républicain comme le chemin le plus rapide pour arriver à satisfaire leur haine contre les rois de France et contre les papes.
En 1882, Emmanuel Chaboty publie Les Juifs, nos maîtres. Moi, là aussi, le titre est sans mystère. Emmanuel Cress, c'est votre travail de doctorat à l'École pratique des hautes études qui vous a conduit à publier Quis ut Deus, anti-judéo-maçonnisme et occultisme en France sous la Troisième République, publié aux Belles Lettres. Cette idée d'un complot judéo-maçonnique prend naissance à quel moment? Dans ces années-là, 1880? Alors, il prend naissance, ça dépend des endroits en Europe. La naissance en France, on va dire, est sans doute l'un des premiers textes qui, même au-delà d'antériorité en Allemagne, ou parce qu'il y a des questions internes à la franc-maçonnerie en Allemagne avec l'intégration des Juifs qui va poser problème. Et il y a des pamphlets anti-juifs, mais émanant pour certains de milieux maçonniques, contre l'intégration des Juifs. Bon, c'est une situation très propre à l'Allemagne qui est complexe. En France, ça va être 1869 avec Henri-Roger Gougenot des Mousseaux qui publie Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens, et qui va être le premier à formaliser une collusion entre les Juifs et les francs-maçons. Et la République, on pourrait rajouter, et les républicains. Et la République lui-même étant légitimiste, gentilhomme à la cour de Charles X, qui s'est retiré à Coulommiers après le départ de Charles X par refus et fidélité. Voilà, donc en effet, quelqu'un de... Voilà, on voit le profil, mais c'est vrai que cette collusion d'anti-judaïsme, d'antisémitisme, d'anti-maçonnisme, d'anti-parlementarisme est quelque chose qui reflète aussi, en cette fin du 19e siècle, la vie politique en France. Au moment de l'affaire Dreyfus, notamment, nous voyons bien tous ces partis pris. Cécile Révauger, mais nous l'entendons aussi, les francs-maçons n'avancent pas d'un seul pas unique. Il y a aussi des divisions. On retrouve à l'intérieur des loges maçonniques les divisions de la société. Oui, complètement. Et puis surtout, vous savez, il y a des francs-maçonneries. Je crois que la franc-maçonnerie universelle est un idéal, mais quand on regarde aujourd'hui la situation, il y a quand même un schisme entre, d'une part, la franc-maçonnerie britannique, anglo-saxonne, donc qui impose la croyance en Dieu et qui interdit la présence des femmes, et puis la franc-maçonnerie dite latine, libérale, qui date donc de 1877, avec ce rejet donc de Dieu et l'immortalité de l'âme, comme je le disais. Mais vous savez, c'est aussi, les Anglais ont réagi très violemment à lorsque Frédéric d'Esmond a parlé de liberté absolue de conscience. Ils ont réagi très très violemment, mais je crois qu'après, si vous voulez, c'est resté. Les Américains ont fait la même chose. Et mais si on regarde le contexte aussi, c'était aussi après la Commune de Paris. Et après la Commune de Paris, un certain nombre de proscrits sont allés se réfugier en Angleterre et ont créé des loges en Angleterre. Et ça a fait très peur aussi au pouvoir anglais. Donc, vous voyez, mais tout ça montre bien qu'il y a réellement une différence d'approche qui est à la fois religieuse et politique entre cette franc-maçonnerie dite dogmatique par certains, parce que justement elle impose la croyance en Dieu, la franc-maçonnerie anglo-saxonne, et la franc-maçonnerie dite libérale, parce que elle reprend ces idées des philosophes, du doute philosophique. Voilà. Une histoire qui doit être contextualisée, mais comme tout objet historique, contextualisé dans son contexte de production nationale, internationale, et puis évidemment dans le temps. Nous parlons de la Révolution française, nous parlons de la Commune. Alexandre Manzanares, qui réalise l'émission Le Cours de l'Histoire, avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon, s'est emparé de chants, de moments célèbres, d'éléments de notre patrimoine, écrits par des gens associés à la franc-maçonnerie. La victoire au chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Pour nos frères, la haine à nos trousses et la
la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Le chant du départ, Marie-Joseph Chénier, l'International, Eugène Potier, la Marseillaise, Rouget de Lille, le chant des partisans, Joseph Kessel, et le temps des cerises, Jean-Baptiste Clément, bien sûr. Alors, des auteurs francs-maçons, cette proximité entre l'histoire de France, parce qu'en l'occurrence, ici, ce sont des éléments de l'histoire de France, de la Révolution française jusqu'au XXe siècle, liés à la franc-maçonnerie, Emmanuel Cress, permettent de comprendre aussi combien les mouvements anti-maçonniques renforce l'idée du secret autour des francs-maçons. Les francs-maçons, sans cesse attaqués, se protègent. L'attaque renforce le secret. Alors, l'attaque renforce le secret. Ça, c'est évident. Hein, les persécutions qui ont lieu vont aussi également renforcer le secret. Alors en France, pendant la période 40-45, mais en Espagne, c'est plutôt, au Portugal également. Donc en Italie, c'est complexe, mais vous avez en effet, à partir du moment où il y a et puis ailleurs dans le monde, hein, il y a des persécutions qui ont lieu, des loges qui sont fermées, donc ça, c'est évidemment, ça va renforcer le secret. Le fait d'être sans doute espionné, observé et avec, il faut reconnaître, des tentatives d'infiltration qui peuvent tout à fait très bien fonctionner, hein, puisque de récupération. Donc il y a en effet une question de secret, mais en effet qui est pas du tout la même, je pense. Dans les pays, on va dire, majoritairement catholiques, et dans les pays anglo-saxons et protestants, où les choses sont très différentes. Cécile Révauger. Oui, c'est vrai que par définition, le discours antimaçonnique simplifie. Et on va dire rend tout homogène. Alors que c'est pas du tout ça. Si on regarde ce qui s'est passé pendant la Commune, les maçons ont été très divisés. Et il y en a eu beaucoup sur les barricades, c'est vrai, il y a eu quelques loges, mais il y a eu aussi tout un mouvement qui a soutenu Thiers, voilà, chez les francs-maçons. Si on prend, alors on remonte encore dans le temps pour la Révolution française, vous allez trouver autant de jacobins, de girondins que de contre-révolutionnaires. On a quand même quelqu'un comme Joseph de Maistre qui est totalement opposé à la Révolution française. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'attitude homogène de la franc-maçonnerie. Ça n'existe pas. Vous venez de dire que le discours anti-maçonnique simplifie. Non, attendez, archive de propagande. Au Petit Palais vient de s'ouvrir l'exposition maçonnique qui jette la lumière sur la curieuse et mystérieuse mise en scène établie par les francs-maçons qui prétendaient ainsi impressionner leurs adeptes. On ne peut que s'étonner et sourire aussi de constater que ces rites d'un autre âge aient pu, à notre époque, faire l'objet de telle crédulité. Combien de solennels pontifes de la politique restèrent dans cette cellule appelée chambre de réflexion et parée d'ornements macabres? Combien revêtirent le tablier maçonnique ou passèrent à leur cou ces sautoirs brodés de signes cabalistiques, symboles de leur puissance secrète, aujourd'hui anéantie? Symbole, ils le disent très très bien. Hein. Nous étions en octobre 1940. Ce sont les actualités françaises pour l'exposition maçonnique. Ça se tenait au Petit Palais. Emmanuel Cress, vous avez étudié ces textes qui tournent autour de l'idée de complot, la puissance de l'ombre juive, jésuite, franc-maçon, réactionnaire, la théorie du complot dans les textes. Est-ce que l'on voit une évolution ou plutôt quelque chose de constant dans ces textes? Pour le dire autrement, à propos des francs-maçons, est-ce que ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent? Le culte du secret, ils sont toujours entre eux, ils veulent gouverner le monde? Alors non, il y a des adaptations, enfin il y a des
des éléments de base, puisque ce sont des textes antimaçonniques. Donc il y a des constances, mais les textes s'adaptent avec le temps. Vous avez des grosses évolutions avec l'apparition déjà de choses qui se mettent à exister. Par exemple, quand vous avez la charbonnerie qui se met à exister et les carbots, il y a des textes qui se mettent à impliquer la charbonnerie. Oui, d'autres sociétés secrètes, en fait, alimentent les critiques contre les francs-maçons. Parce qu'elles ont des relations. Il y a soit elles ont un appareil qui fait penser à la franc-maçonnerie, je pense à certains mouvements occultistes, soit il y a des vraies interactions entre ces mouvements, ce qui n'échappe pas aux anti-maçons, qui eux, du coup, assemblent leurs puzzles, les rajoutent. Donc il y a ces évolutions-là. Il y a des collusions qui peuvent être mises en avant, alors parce qu'elles existent à certains endroits, et puis c'est intéressant dans des raisons de propagande. Par exemple, la question du socialisme, du communisme, de l'international. Dans quelle mesure il y a des relations entre la franc-maçonnerie et l'international socialiste. Donc ça c'est donc les choses s'enrichissent dans le temps. Les évolutions de la franc-maçonnerie vont aussi conduire à faire évoluer l'antimaçonnisme. Par exemple, la question de l'athéisme. Dans les années 30, il y a certains anti-maçons qui vont quand même se dire que finalement, il vaut mieux la franc-maçonnerie que l'athéisme. Donc, il vaut mieux soutenir une franc-maçonnerie, on va dire, croyante, que la franc-maçonnerie athée. Et ça fait des débats internes chez les anti-maçons, ces questions-là. Donc non, les choses ne sont pas du tout figées. Et pour les francs-maçons eux-mêmes, c'est très complexe, Cécile Révauger, parce qu'il y a ce paradoxe, nous l'avons dit, en plus d'être professeur émérite à l'Université Bordeaux-Montaigne, vous êtes membre du Grand Orient de France, avec cette histoire où il y a ce fantasme du secret, cette idée de complot sans cesse, et de l'autre côté, l'ouverture. Et on pourrait citer tant et tant de grands maîtres du Grand Orient qui sont liés au pouvoir. Lucien Murat sous le Second Empire, cousin de l'empereur, il est grand maître. Enfin, oui, c'est pas dur à force ce paradoxe. Si, bien sûr, mais je crois que justement, les francs-maçons ont tout à gagner à être plus ouverts aujourd'hui, à faire connaître justement je ne vais pas dire leur position, parce qu'il n'y a pas de position officielle, leurs idées, on va dire, leurs principes. Vous savez, finalement, on s'aperçoit que il y a un problème à la fois politique et religieux, parce que dans toutes les sociétés totalitaires, dans toutes les sociétés, que ce soit évidemment l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, mais aussi la Russie soviétique, aussi la Chine populaire, bien entendu, la franc-maçonnerie n'a pas droit de citer. Bien sûr, parce que ce n'est pas possible. C'est un espace qui n'est pas entièrement contrôlé. C'est ça qui gêne. Et c'est pareil du côté religieux. Du côté religieux, on a vu que, bien sûr, les ennemis les plus acharnés de la franc-maçonnerie ont été les catholiques, avec l'Inquisition, dont on n'a pas parlé non plus. L'Inquisition, les tortures envers les francs-maçons. Mais il y a eu aussi, côté américain, les évangélistes, avec le Tea Party, plus récemment. Et puis, il y a aussi parfois les islamistes, qui ont réédité ces fameux protocoles de Sion de 1905, qui étaient complètement fabriqués à l'époque et totalement antisémites. C'est encore réédité de nos jours. Oui, c'est pour ça que vous le dites en sous-texte, Cécile Révauger, mais c'est vrai que le secret, ou en tout cas l'autorisation d'une société discrète, est plutôt bon signe en démocratie. Parce que ça veut dire qu'on a le droit, et c'est plutôt les dictatures qui empêchent tout à fait. Tout ce qui est discret. Et je dirais que souvent, là, pour justement contrer ce que disait Baruel ou un certain Robinson aussi, qui était tout à fait anti-maçon, il n'y a pas eu de complot dans les loges. Mais par contre, il y a un apport fondamental au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, c'est le droit d'association. Le droit d'association d'hommes, il n'y avait pas encore de femmes, en dehors justement de l'accord, sans l'accord de l'Église ou du roi. Et ça, c'est très important, ce droit d'association. Association d'hommes et pas encore de femmes. Et pour bien comprendre cette association des femmes, il suffit de vous lire, Cécile Révauger, La longue marche des francs-maçonnes. Et puis, je rappelle cet ouvrage que vous avez écrit avec Charles Porcet, Le monde maçonnique des Lumières. Merci vivement à vous, et merci aussi à vous, Emmanuel Cress. Anti-judéo-maçonnisme et occultisme en France sous la Troisième République, publié aux Belles Lettres. Donc un ouvrage qui doit servir encore aujourd'hui quand on traîne un petit peu sur Internet pour essayer de décrypter cette peur du complot. Merci vivement à vous deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. François Ier
a-t-il introduit le loup islamique dans la bergerie chrétienne ? Dans son livre « Destin français », paru en 2018, Éric Zemmour présente François Ier non seulement comme l'idiot utile de son époque, mais aussi comme un traître en raison de son alliance avec le sultan Soliman. Chacun peut évidemment interpréter l'histoire à sa manière pour justifier ses opinions politiques, mais ce genre de récit historique peuplé de traîtres et de héros, de gentils et de méchants, n'a pas grand-chose à voir avec les constats de la recherche savante. L'alliance entre François Ier et Soliman s'explique par le contexte géopolitique de l'époque, dominé par les conflits qui opposaient le roi de France et l'empereur Charles Quint. En 1525, après la défaite de Pavie, François Ier fut contraint de signer le traité de Madrid, dans lequel Charles Quint l'obligeait à renoncer à ses prétentions sur la péninsule italienne. Pour tenter de rétablir la puissance de la dynastie capétienne, François Ier se rapprocha du seul monarque qui pouvait vraiment inquiéter Charles Quint à cette époque. Il s'agissait du sultan de l'Empire ottoman Soliman, surnommé le Magnifique par les Occidentaux. Il régnait lui aussi sur un territoire immense qui comprenait la presque totalité des rivages de l'Afrique du Nord et de la mer Rouge et s'étendait des Balkans jusqu'à Bagdad. Sous son règne, l'Empire ottoman a atteint son apogée, tant sur le plan économique que sur le plan politique ou culturel. Outre les réformes qu'il a imposées dans le domaine de l'éducation, de la justice et de l'économie, Soliman a cultivé aussi son rôle de mécène des arts et de la littérature. Toutes ces raisons permettent de comprendre pourquoi François Ier s'est rapproché de lui. Après un premier accord militaire conclu en 1528, un traité d'alliance, en bonne et due forme, fut signé avec l'Empire ottoman en février 1536. Il offrait à la France un droit de représentation permanente avec ambassade et consulat, ainsi que des avantages commerciaux. Les Français avaient également obtenu des garanties concernant la sécurité des biens et des personnes. Non seulement ils pouvaient pratiquer leur religion dans l'Empire ottoman, mais ils se voyaient également confier la garde des lieux saints. Ces accords furent renouvelés en 1604 et maintenus jusqu'à la naissance de la République de Turquie en 1923. Les ennemis du royaume de France dénoncèrent cette alliance en présentant François Ier comme le roi très chrétien, bourreau de la chrétienté. Le souvenir de la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, qui avait mis fin à l'Empire byzantin, était encore présent dans les esprits. Soliman tenta d'ailleurs de mettre à profit son alliance avec François Ier pour poursuivre son expansion en Europe. Cela n'empêcha pas qu'en 1529, Soliman fut vaincu par les troupes de Charles Quint lors du siège de Vienne, ce qui marqua le coup d'arrêt de sa politique expansionniste européenne. Les conséquences de l'alliance entre la France et l'Empire ottoman furent donc multiples. Retenons surtout qu'elle favorisa le développement des échanges culturels et commerciaux entre les deux États. Elle permit aussi au roi capétien de s'opposer plus efficacement aux tentatives d'encerclement que Charles Quint avait déployées contre le royaume de France. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne-Toscane Dudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Shirley Adélaïde et Margot Viel, ainsi que Maïwen Guizou, émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.